Alors, éventuellement, voilà, Bon, alors, c'est parti. Bonjour Yvan, donc on arrive un petit peu sur la dernière demi-journée de nos travaux. Tu es philosophe et tu as écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier, La possibilité du communisme, qui a été publié en 2022 aux éditions de l'Harmattan. Et donc je t'ai proposé, effectivement, je t'ai un peu forcé la main, mais ça fait partie de tes travaux, de nous parler du communisme moral et émancipation des individus. Enfin, tout à fait. communisme, deux points, morale et émancipation des individus. Voilà, tout à fait. À toi, Yvan. Alors, je démarre. Alors, le communisme, pour beaucoup de gens, y compris des spécialistes de la politique, hein, voire de nombreux militants communistes, responsables ou non au sein du PCF au siècle dernier, a été assimilé à un régime économique inédit, un nouveau mode de production fondé chez Marx sur une analyse scientifique et matérialiste du fonctionnement du mode de production capitaliste et de ses contradictions, d'une grande profondeur et largement neuve, qui prévoyait du coup sa disparition future au profit d'un nouveau mode de production à venir, le communisme. Bon. Or, cette analyse, quitte à être enrichie ou corrigée, on n'a pas à la prendre intégralement à la lettre, se trouve à sa manière quand même confirmée à notre époque, paradoxalement, près de 2 siècles après, par la catastrophe néolibérale qui affecte une large partie du monde après la chute de l'URSS. Sauf qu'on ne saurait s'en tenir à cette dimension économique et s'enfermer dans une vision que je dirais donc économiste des choses à laquelle de petits et malins spécialistes de l'économie pourraient apporter, bien entendu, des objections, comme on a cru pouvoir le faire, ou comme a cru plutôt pouvoir le faire, quelqu'un comme Schumpeter, autrefois, avec des nuances d'ailleurs, ou les néolibéraux d'aujourd'hui. Car, précisément, l'audace de Marx consiste à ne pas objectiver ou réifier l'économie comme une réalité absolue et indépendante de l'homme ou des hommes, dans laquelle celui-ci serait pris et aux lois de laquelle il devrait se soumettre, comme face à un destin hein, euh, ou qu'on ne pourrait modifier qu'en respectant ces mêmes lois, comme si c'était des lois naturelles, sans en juger les effets sociaux et donc humains à la lumière de valeurs spécifiquement morales, hétérogènes, selon moi, à la seule science économique ainsi nommée. Et c'est bien le cas de certains en France, comme notre président Macron, dans son livre Programme Révolution, qui devrait s'appeler, j'en profite pour le dire, Contre-révolution, et dont la meilleure illustration, si je peux dire, a été donnée par Comte-Sponville auparavant, dans son ouvrage Le capitalisme est-il moral? Meilleure illustration, mais totalement sophistique. Dans le cadre d'une distinction des 4 ordres de la réalité sociale avec il situe l'économie à la base, alors ce n'est pas faux, mais pour l'intégrer dans ce qu'il appelle, curieusement, enfin ce qu'il appelle l'ordre scientifico-technique, avec sa réalité propre, je dis bien, l'ordre scientifico-technique, qui est une réalité strictement factuelle. Du coup, l'économie capitaliste, en l'occurrence, n'a pas à être jugée moralement. On n'a pas à juger l'univers scientifico-technique en tant que tel. Elle n'est ni morale ni immorale, mais neutre, enfermée dans son déploiement productif visant seulement la croissance et donc l'efficacité matérielle, ce qui est du Macron avant la lettre. Et si elle peut être un peu corrigée ou réformée humainement, ce n'est qu'à la marge, ou en partie, partiellement, par le droit et la politique. On a rarement été aussi aveugle intellectuellement sur l'essence du capitalisme et les motivations de ses responsables, ni théorisé ainsi leur cynisme pour le justifier en le déguisant en amoralisme. En amoralisme. Chose étonnante, puisque je parle de Componville, chose étonnante de la part d'un ancien communiste et pas seulement d'un ancien gauchiste. Bon. Or, les critiques s'imposent et d'abord une première fondamentale qui s'appuie sur Marx. Pour lui, l'économie n'est pas une réalité naturelle, mais une production humaine, ce qui veut dire que la production matérielle liée aux sciences et aux techniques bien entendu, mais ne s'y résorbant pas, est une production humaine historique, l'être humain, de ce point de vue, étant
Premier, ontologiquement. Premier, ontologiquement. On part de l'homme ici. C'est la thèse inaugurale de l'idéologie allemande, qui fait de l'homme le producteur de son histoire à partir, attention, de ses capacités biologiques spécifiques, et même si ce n'est pas librement, bien entendu, au sens métaphysique du terme. Du coup, à ce simple niveau, l'homme, ou si l'on préfère les hommes, bon, l'homme, même sans libre arbitre, les hommes s'offrent à un jugement de valeur morale qui vise ceux qui produisent des rapports sociaux marqués par la domination, les inégalités sociales et, pour tout dire, l'exploitation. Ce qui pose un redoutable problème à ceux qui ont vraiment lu Marx. Qu'en est-il de ces valeurs morales, au nom desquelles on juge ces hommes, de mon point de vue, qui exploitent d'autres hommes, une minorité par rapport à une grande majorité, en ayant conscience que exploiter, c'est, de la part de l'exploiteur, réduire l'exploité à l'état de moyen, pour produire la richesse de l'exploiteur, qui lui permet de la moyen qu'il ne reçoit en échange, il faut le savoir, je le rappelle quand même, pour qu'il reçoit donc en échange de son travail, que le prix de sa force de travail qui lui permet de la reproduire, de la faire fonctionner au profit de l'exploiteur. Alors, puisque je pose la question de ces valeurs, sans entrer tout de suite dans le détail des effets et des méfaits humains de cette situation, j'indique fortement que Marx, à la fois, je dis bien à la fois, condamne cette situation et ses responsables ou acteurs. Ce n'est pas simplement un fait qu'il faudrait comprendre scientifiquement ou positivement, et simultanément, il refuse d'admettre intellectuellement qu'il prend une position normative, en l'occurrence morale, qui échappe à la science. Il y a les deux. Je précise. Premier point. Quand il désigne les exploiteurs capitalistes, au sein même de son grand ouvrage scientifique Le Capital et dans d'autres textes, dans le manifeste du Parti communiste par exemple, il n'hésite pas à les disqualifier de diverses manières, cynisme, appât effréné du gain, insensibilité, etc., etc. Et à y voir, à travers les effets négatifs sur les hommes qu'il provoque, une inhumanité qu'il juge à travers le prisme de la morale de Kant, à savoir que ces exploiteurs réduisent les êtres humains à l'état de moyens ou d'instruments qui ne respectent pas la dignité de leur personne, laquelle devrait être respectée comme une fin en soi. Et ça, c'est du langage kantien. C'est ainsi, alors là, ça va peut-être étonner mes auditeurs, que dans un rare texte de jeunesse, c'est vrai, de jeunesse, critique sur la religion, c'est son grand texte, critique sur la religion, il emploie un langage moral à propos de la religion. Et surtout, il conclut sa critique, qui dénonce le malheur terrestre dans lequel la religion maintient les hommes, par l'énoncé, dans un langage kantien. Et je le cite, entre guillemets, l'énoncé de l'impératif catégorique de bouleverser tous les rapports où l'homme est un être dégradé, asservi, abandonné, méprisable. Honnêtement, qu'est-ce là, sinon, de toute évidence, une appréhension morale du mal, je dis bien du mal, et non seulement du fait, du mal que le capitalisme fait à l'homme, au moyen, en plus aussi, de la religion. Deuxième point, le paradoxe, sinon l'inconséquence, c'est qu'après sa période de jeunesse, et après l'idéologie allemande, Marx, se plongeant donc dans l'explication des rouages du capitalisme, va récuser la morale, y voyant un idéalisme impuissant. C'est même sur cette base, je vous le signale, qu'il a pris la tête de la Ligue des Justes. Et on le voit refuser l'idée que son texte du Capital ne soit pas seulement, il refuse cette idée, ne soit pas seulement un texte positif ou explicatif, mais aussi critique et donc normatif, dans un sens explicitement moral. Car, il faut le savoir, il n'y a pas de critique qui n'engage des valeurs, ici morales.
et je rappellerai seulement à ce sujet son propos célèbre, mais inacceptable selon moi, mais qui est très connu, les communistes ne prêchent pas de morale du tout, ou encore celui que la morale, c'est quoi? C'est l'impuissance mise en action. Or, cela ne correspond pas à sa vision critique du capitalisme, dont je me contente de rappeler brièvement quelques attendus concrets. 2 minutes que je retrouve une page. Or, donc, cela ne correspond pas à sa vision critique du capitalisme, dont je me contente de rappeler brièvement quelques attendus concrets que vous connaissez. Temps de travail insupportable, à l'époque en tout cas, les choses se sont améliorées, pauvreté, chômage, espérance de vie réduite, maladie, etc. Mais je tiens à aller au-delà et à envisager au positif cette fois-ci, pas simplement la dénonciation, mais au positif, les exigences morales clairement présentes au cœur de son projet communiste, à commencer par la liberté. Alors, il ne s'agit pas du mythique libre arbitre métaphysique qui de toute façon serait donné, je l'ai dit, mais d'une liberté qu'Engels a très bien analysée dans l'Anti-Düring et que Marx fait sienne comme idéal à construire. Idéal à construire. Non pas comme une espèce de conséquence fatale des choses, de leur développement. C'est la maîtrise de la nécessité naturelle et historique liée au déterminisme, et ce, par l'intermédiaire du développement des sciences et des techniques dans l'intérêt de l'homme, de tous les hommes. Du même coup, et pour en rester à ce registre, Marx va parler du travail, cette fois-ci dans le livre 3 du Capital, alors de 2 manières. C'est étonnant. En montrant que le travail est un mode d'existence valorisant pour l'être humain, en général. Même s'il y a des formes différentes de travail, mais qu'il ne doit pas se cantonner dans la sphère productive où il peut, Marx le reconnaît clairement, et tout le monde veut le reconnaître, où il peut ne pas être attrayant, faire souffrir l'homme, et même l'abîmer. Alors, c'est au-delà, vous voyez, de cette sphère productive où règne la nécessité, que se conçoit et se réalise le royaume de la liberté véritable, considéré comme fait en soi. Ce sont des mots qu'il utilise. Ce qui suppose, dit-il, après avoir analysé le processus de travail, une réduction du temps de travail, précise-t-il. Remarquable. C'est ainsi qu'il est capable d'affirmer que le domaine de la liberté commence là où cesse le travail, au-delà. Au travail, sous-entendu, au-delà du travail, simplement portion du travail, à l'aune de la liberté donc, permet de maîtriser la nature et d'en tirer de grands avantages concrets pour notre vie quotidienne, c'est son premier aspect. Mais il y a aussi une vie plus libre, libre en elle-même si l'on veut, dans laquelle se déploie une activité épanouissante pour l'individu et dans laquelle, dit-il, il a le pouvoir positif de faire valoir sa vraie individualité. Le pouvoir positif de faire valoir sa vraie individualité. Engels précise ce double point de la manière suivante, en insistant sur sa possibilité réelle, et je le cite intégralement parce que ça vaut le coup, la possibilité d'assurer au moyen de la production sociale à tous les membres de la société une existence non seulement parfaitement suffisante au point de vue matériel et s'enrichissant de jour en jour, mais leur garantissant aussi l'épanouissement et l'exercice libre et complet de leurs dispositions physiques et intellectuelles. Eh bien, cette possibilité existe aujourd'hui pour la première fois, et il ajoute, mais elle existe dans l'Anti-Düring. C'est dire aussi à quel point ce communisme anticipé se distingue, disons, du communisme grossier. La formule est de Marx, que Marx avait déjà très bien décrié dans les manuscrits de 1844, donc bien des années avant, au profit d'un communisme que j'appellerais raffiné,
élevés. Hein. Le premier ne fait que généraliser la sphère de l'avoir bourgeois, donc de la possession, hein, caractéristique des valeurs de la bourgeoisie, alors que l'autre, le vrai communisme, hein, s'intéresse à l'être de l'homme, pas simplement à son avoir, en le tirant vers le haut, en l'amenant à réaliser ses plus belles potentialités en tant qu'homme total, au contact du monde, avec toute la richesse de ses satisfactions sensorielles, mais aussi intellectuelles ou affectives, comme, je le cite, alors c'est étonnant, la pensée, la contemplation, le sentiment, la volonté, l'activité, et même l'amour. Et même l'amour. On aura compris, à ce moment-là, que le communisme, hein, est tout simplement, si je puis dire, hein, tout simplement, est toujours sur un plan normatif et moral, une vie hors de l'aliénation qu'il me faut définir parce que ce concept me paraît important, alors qu'il a parfois été récusé par des marxistes qui ne retiennent que la dernière période de Marx, celui de sa maturité scientifique. Hein. Mais ce concept, il le faut définir parce qu'il me paraît important, sinon fondamental à lui-même, mais aussi parce que l'idéal d'une vie désaliénée, hein, pour caractériser le communisme, hein, et pas simplement une vie dans laquelle, hein, les biens sont abondants. Hein. L'idéal, hein, d'une vie désaliénée peut rendre attractif ce même communisme après l'image à contresens et largement, mais pas seulement, hein, mais largement négative que nous a proposé l'aventure soviétique, hein, qui était de l'ordre de l'économisme socialiste, la formule étant entre guillemets. Il y a donc deux sens, je précise quand même, hein, de ce mot, le mot aliénation, au moins deux, il y en aurait d'autres hein, éventuellement, hein, mais c'est le deuxième qui va m'intéresser ici, mais avec, dans les deux cas, il faut le savoir philosophiquement, la présence décisive de la notion d'altérité, hein, par opposition à l'identité. Alors, il y a quand même d'abord l'idée que les travailleurs, au sens large de ces mots, hein, qui est ce qu'on appelait les prolétaires, mais le concept de prolétaire devrait lui-même hein, être mieux défini, hein, parce que ça ne se réduit pas au travail à la chaîne, par exemple. Hein, c'est pas ça du tout. Les travailleurs, donc au sens large de ce mot, en régime capitaliste, produisent une société qui leur échappe, qui leur est autre, alors que de fait, elle n'existe que par eux. Le communisme leur permettra de se la réapproprier. Elle était autre, elle deviendra, cette société, la leur. Mais il y a aussi, et tout autant, ce qui arrive à l'individu, et j'y tiens beaucoup, du point de vue de sa personnalité dans ce contexte, pour diverses raisons liées au conditionnement hein, que la classe à laquelle il appartient fait peser sur lui, donc celui de son milieu social. Le travailleur, hein, quand il est exploité, est autre que ce qu'il pourrait être, autre que ce qu'il pourrait être dans d'autres conditions sociales et politiques. En l'occurrence, il est moins ou pire. Il est moins ou pire que ce à quoi il pourrait espérer, ce en quoi il pourrait espérer. Il faut bien comprendre ce point, que Lucien XVI, il faut lui rendre hommage ici, a su développer. Hein, mais avec un point sur lequel je ne suis pas d'accord, hein, on peut le dire, sur le plan du dialogue intellectuel amical, ni Tony Andréani, hein, grand spécialiste de Marx, lui aussi non plus. Et il n'est pas d'accord sur ce point avec Lucien. Je dirais donc qu'il y a en tout être humain des potentialités naturelles, je dis bien naturelles. Marx n'exclut pas la biologie, équivalente, alors je ne dis pas identique, mais équivalente, faite de capacités et de besoins, capacités et besoins, mais qui ne trouvent pas à s'actualiser quand on appartient aux classes populaires. L'être humain est alors appauvri, mutilé, et il ne le sait pas, ce qui l'enferme dans son aliénation objective en la redoublant d'une aliénation idéologique qui, elle, est subjective. Le milieu social est donc premier, via l'école, dans cette causalité, hein, c'est entendu,
voir les travaux de Bourdieu sur les handicaps socioculturels qui, selon moi, n'ont pas pris une ride. Bon. Mais il s'y ajoute, alors le rôle, il faut le savoir, pour ne pas verser dans un sociologisme sommaire, il peut y avoir le rôle du milieu familial avec toutes les déficiences ou carences qu'il peut aussi comporter, y compris, je précise, sur le plan psychologique. Il faut donc admettre, que n'accepte pas Lucien Sèvres, qu'il y a donc, figurez-vous, une nature humaine, mais potentielle, équivalente chez tous, et qui les rend donc égaux, non pas identiques, mais égaux, et que l'histoire sociale singulière de chacun ne va pas épanouir cette nature humaine de la même manière, ce qui les rend inégaux de fait dans leur être et dans leur sort social, alors qu'ils auraient pu ne pas l'être dans une société communiste précisément. Je n'ai pas besoin de vous faire la démonstration de cette inégalité d'origine sociale et psychologique, mais l'enseignant que j'ai été pourrait vous en donner la preuve. Moi, j'ai constaté que les déficiences intellectuelles de mes élèves, les inégalités, étaient toutes corrélées avec des inégalités d'origine sociale. À quoi j'ajoute cependant que d'autres penseurs, depuis, ont affiné cette analyse, comme Kluskar, Le capitalisme de la séduction et d'autres livres, ou, tenez-vous bien, Guattari, Félix Guattari, l'ami de Gilles Deleuze, mais plus en avant sur le plan politique que Gilles Deleuze, donc Guattari, qui a insisté d'une manière étonnante, dans un livre sur les trois écologies, il a insisté sur le rôle médiocrisant de la société libérale et marchande sur les hommes, énorme ces temps-ci, par le commerce, la publicité, le conditionnement des besoins, etc., au point, dit-il, d'abîmer ces hommes dans leur plus intime subjectivité. Dans leur plus intime subjectivité, la formule est de lui, voire, dit-il, dans leur fonction sujet, dans leur capacité d'être à l'initiative de leur vie et de choisir, ce qui les désarme, bien entendu, dans leur capacité de résistance et d'initiative politique. Je conclurai en reprenant la citation de la Sainte Famille, que j'ai donnée tout à l'heure, mais qui me paraît essentielle, disant que le communisme, bien compris, est au service d'une liberté de chacun, pas de quelques-uns, de chacun entendu, au-delà d'une simple transformation économique, comme citation, le pouvoir positif de faire valoir sa vraie individualité, que celle-ci soit donnée, potentiellement, ou construite. Merci. J'entends pas. Voilà. Merci beaucoup, Yvon. Si certains ou certaines d'entre vous souhaitent dialoguer avec Yvon, ou en tout cas poser une question, donner un point de vue, je les invite quand même à descendre pour qu'on puisse les filmer, entre guillemets, en tout cas faire en sorte qu'ils participent à cette construction, sur cette contribution. Vous m'excuserez pour les pages que j'ai lues, pour la page que j'ai cherchée. T'inquiète pas. Alors, je vais demander à Lou de Lepierre, qui a accepté de participer évidemment à l'animation de cette rencontre, si elle souhaite intervenir, poser une question. Lou? Oui, merci beaucoup pour me laisser la parole et puis pour la présentation. Moi, j'avais une question sur... vous dites qu'il y a des marxistes qui ont mis de côté, en fait, l'œuvre du jeune Marx et du coup, l'aspect qui était... le fait de considérer les manuscrits comme une œuvre pas aboutie, qui justement tend vers le philosophisme, voilà. Mais Oui. comment vous l'expliquez, cette mise de côté? Alors, d'abord, cette mise de côté, elle remonte en dehors d'une tradition d'ailleurs
qu'on a retrouvées en Union soviétique. Hein, les œuvres de jeunesse de Marx n'ont été publiées en Union soviétique qu'après les années 30, il faut le savoir. Hein. Donc la référence des soviétiques, c'était essentiellement l'œuvre de la maturité, l'œuvre économique, dont le Capital et ses conséquences et le manifeste du Parti communiste. Alors, en France, c'est plus compliqué, mais fondamentalement, moi, d'après mon parcours intellectuel, bon, il y a eu, bien entendu, des gens qui ont aussi mis en avant l'œuvre de jeunesse. Je pense en particulier à quelqu'un comme Henri Lefebvre. Hein. Henri Lefebvre n'a jamais méprisé l'œuvre de jeunesse et l'occasion, disons, lui aussi de parler, disons, de l'homme, de l'individu et de son aliénation. Mais le courant de pensée qui a rompu avec cela, sous prétexte que ce serait une œuvre de jeunesse, qu'elle manquerait de cohérence, de continuité, parce que c'est vrai que les manuscrits de 44, ce sont des manuscrits, il faut le dire, mais avec des paragraphes qui sont parfois géniaux ou des affirmations qui sont géniales. Mais celui qui a mis fin à tout cela au nom d'une rigueur conceptuelle exigée par lui, c'est Althusser. C'est le courant althusserien qui, bien entendu, a défendu ce que Althusser appelait un anti-humanisme théorique. Bon, et un anti-humanisme théorique, ça veut dire qu'on met entre parenthèses la notion d'homme et la notion d'essence humaine. Et à ce moment-là, on fait référence à la 6e thèse de Feuerbach, qui consiste à dire que l'homme n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Alors, tout dépend comment on lit cela. Si on remplace l'homme par les rapports sociaux, effectivement, la notion d'homme a totalement disparu. Mais par contre, on peut très bien dire que l'homme, ce qu'on entend par l'homme, c'est quelque chose qui s'appuie et se construit à partir des rapports sociaux. Or, Marx, dans une polémique en plus avec Althusser, avec Lucien Sèvres, excusez-moi, mais Althusser n'a rarement voulu répondre à Lucien, alors qu'ils étaient amis par ailleurs, sauf un tout petit peu dans sa réponse à John Lewis. Mais Althusser a maintenu cette idée que la question de l'homme en général était une abstraction qui n'avait aucun sens matérialiste. Et c'est vrai, par exemple, que dans c'est vrai aussi que dans les thèses de Feuerbach, donc juste avant que Marx ne devienne vraiment l'auteur du manifeste du Parti communiste, etc., dans les thèses de Feuerbach, il s'en est pris à Feuerbach, qui a attribué comme source à la religion, non pas les rapports sociaux, mais l'homme en général. Et Marx lui signale que ce n'est pas l'homme en général qui est à l'origine de la société, mais de la religion, mais c'est un certain type d'homme propre à un certain type de société à une certaine période historique, si vous voulez. Alors, en ce sens-là, il y a de quoi alimenter le refus de la conception de l'homme, tel que Althusser, bien entendu, l'a développé. Sauf que il se trouve que le même Althusser qui refuse cela, qui a développé une analyse en profondeur avec ses collaborateurs, dont Balibar à l'époque, etc., des modes de production, de l'idéologie, des appareils d'État, mais dans tout ça, l'homme en tant que tel n'apparaît pas. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette perspective, on ne comprend pas à ce moment-là comment Althusser va quand même se réclamer d'un humanisme pratique. Parce qu'il a refusé l'humanisme théorique, mais pas l'humanisme pratique. Or, je ne vois pas comment on peut défendre pratiquement l'être humain, disons, pour aller prendre bien une formule un peu plus facile à recevoir. Je ne vois pas comment on peut défendre la dignité de l'être humain, se battre pour sa désaliénation, comme j'en ai parlé, etc. Je ne vois pas comment on peut faire de l'être humain une valeur universelle si l'être humain en tant que tel n'existe pas. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Donc, un humanisme pratique qui ne s'appuierait pas sur un humanisme théorique, pour moi, me paraît une formule, si vous voulez, contradictoire, si vous voulez. Et c'est un peu dommage, si vous voulez, parce que ça, disons, ça abîme un peu l'image qu'on peut avoir de l'importance d'Althusser, dont l'importance, à mon avis, réside essentiellement, je viens de le dire dans un nouveau livre là, que j'ai terminé sur l'idéologie et son pouvoir, l'importance d'Althusser réside essentiellement dans son analyse du phénomène idéologique. Et dans l'insistance aussi qu'il met sur la scientificité de l'œuvre de Marx. Mais pour le reste, c'est problématique et il refuse carrément, il faut le savoir, le concept d'aliénation. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Moi, j'ai envie de t'interroger sur un aspect que tu as évoqué au début de ton exposé,
qui pourrait laisser penser, mais c'est pour ça que je te demande de préciser, que finalement, tout ce qui se passerait dans la sphère du travail serait complètement aliénant. C'est-à-dire, puisque par, par conséquence, tu dis finalement, la diminution du temps de travail est le moyen ou le seul moyen de s'ouvrir pleinement au champ de la liberté. Donc, ça voudrait dire que finalement, dans l'entreprise, on justifierait ou on continuerait à ne pas occuper le champ du lieu de travail comme un moyen de conquérir de nouveaux espaces de liberté et de citoyenneté. Oui, tout à fait. Alors, c'est une bonne remarque parce qu'il ne faudrait pas que ce que j'ai dit en me référant à Marx induise de la part de Marx ou dans la pensée de Marx un mépris du travail, ce qui est totalement absurde, du travail en général. La critique du travail qui le perd, c'est la critique du travail productif dans certaines conditions historiques, de rapports sociaux, dans certaines conditions sociales du travail, où la maîtrise du travailleur sur son outil de travail est énormément limitée par l'oppression en quelque sorte qu'il subit de la part du contremaître, du directeur de l'entreprise, etc., etc. C'est en ce sens-là que il peut y avoir des formes de travail productif qui sont qui abîment l'être humain parce qu'elles sont répétitives, elles sont parcellaires, etc. Rappelez-vous, je crois, le penseur du 19e siècle, le nom m'échappe à l'instant, qui montrait comment dans une usine de textile, une femme pouvait passer toute sa vie à produire une épingle et une tête d'épingle. Donc, elle répétait à l'infini la même tâche. Bon, c'est un travail répétitif dans lequel l'être humain ne s'exprime pas, qu'une machine technique désormais va faire à sa place. Et donc, il y a effectivement, et là, on retrouve la notion d'aliénation, dans certaines conditions du développement technique, des rapports sociaux et de l'organisation de la division du travail, avec l'enfermement des individus dans des postes donnés, il y a effectivement une dimension aliénante du travail dans certaines conditions. Bon, mais ce n'est pas du tout une dimension générale, puisque l'être humain est un être qui se caractérise par opposition, disons, aux animaux. Il n'y a pas de travail animal, il y a un travail humain essentiellement. Et la production, c'est aussi ce qui a permis à l'homme, si vous voulez, de se hausser au niveau scientifique et technique, au niveau par les sciences et les techniques, au niveau de civilisation dans laquelle il est. Donc, la civilisation capitaliste, Marx le dit très bien dans le manifeste d'ailleurs, c'est à la fois un progrès fantastique dans le cadre d'une libération de l'être humain grâce au travail des hommes, mais ces hommes sont des êtres non seulement exploités financièrement, mais aliénés, privés de liberté, privés d'expression, privés d'expressivité, si je puis dire, dans le cadre de leur travail. Et c'est pourquoi, dans la perspective communiste qui est celle de Marx, il était aussi question, disons, de supprimer l'attribution d'un poste de travail à vie. Chez Marx, il y a l'idée d'une polyvalence des travailleurs, d'une capacité pour eux de travailler édition des hommes sur des postes de travail différents qui renouvellent leur intérêt pour le travail. Et puis, bien entendu, il y a, en dehors de la sphère économique auquel Marx s'est essentiellement intéressé parce que c'est là que le malheur de l'être humain se produit, il y a tout simplement le travail des techniciens, des ingénieurs, des enseignants, etc. Il y a toutes sortes de formes de travail qui sont des formes là éminemment épanouissantes, si vous voulez, et y compris le travail intellectuel auquel Marx est consacré toute sa vie au prix de la misère, mais au prix d'un bonheur intellectuel véritablement intense. Lou, tu reprends la parole pour poursuivre et poser ta question. Merci. Oui, j'avais une autre question parce que du coup, je me demandais, dans les manuscrits par exemple, Marx, il parle d'aliénation vraiment dans le contexte précis du travail capitaliste, donc des prolétaires qui sont exploités par les propriétaires. Et je me demandais dans quelle mesure, en fait, on peut se permettre d'étendre cette notion d'aliénation à, par exemple, dans l'école de la critique de la valeur, à toute la société, ou bien,
enfin, après, il y a eu plein d'actualisations du concept d'aliénation, justement, au-delà de la sphère vraiment productive. Et je me demandais ce que vous en pensez, vous, et à partir de quoi, en fait, on peut sortir l'aliénation du contexte de production Tout capitaliste. à fait. Alors ça, c'est également une très bonne question, de m'excuser de le dire tel quel, c'est pas pour vous flatter, parce que, à mon avis, il y a beaucoup de mécompréhension, hein, de ce qu'on entend par travail et par travailleur dans l'œuvre de Marx, hein, et le seul sociologue, hein, qui est un peu étendu et m'est suivi un peu dans mes analyses, hein, c'est le sociologue qui vient de mourir là tout récemment, hein, et dont on va, comment je vais dire, célébrer l'enterrement mardi prochain, si vous voulez. Hein. Son nom m'échappe à l'instant, mais vous allez deviner. Jean Lochkin. Hein, Jean Lochkin. Jean Loschin, hein, avec qui j'ai eu l'occasion de débattre. C'est quelqu'un qui avait une vision, alors c'est ça ma position à moi, hein, il avait une vision très large de ce qu'on doit entendre par travail et par travaux. Bon, le travail, et moi je vais rajouter à cela, pour mieux éclairer ce qu'il dit, il faut avoir une vision très large, et ça c'est peu compris, de ce que Marx entendait par prolétaire, et donc par prolétariat. Parce que dans l'idéologie qui a dominé, y compris au sein du Parti communiste, hein, ou dans les syndicats qui étaient proches de la problématique communiste, comme la CGT, etc., ou même chez les syndicats ouvriers qui étaient aussi l'OPC, et qui précisément lui reprochaient cette vision misérabiliste du travailleur, le prolétaire, ce n'est pas simplement celui qui travaille manuellement, en quelque sorte, à la chaîne, hein, dans des usines, hein, au contact de machines, etc., si vous voulez, hein, et qui est payé au minimum, hein, parce que le salaire qu'il reçoit, c'est le prix de sa force de travail qui lui permet de la reproduire pour à nouveau la faire fonctionner, hein, etc., etc., et c'est à l'origine de la plus-value, hein, que le capitaliste va encaisser. Mais le prolétaire, c'est une vision descriptive et misérabiliste, trop concrète du prolétaire. Il y a une définition du prolétaire qui n'est pas descriptive, mais qui est structurelle. Et la définition structurelle du prolétaire consiste à dire que est prolétaire, et je m'appuie sur Marx pour dire cela, tout être humain travaillant et qui, par son travail, contribue à la reproduction des rapports sociaux capitaliste et contribue à la production de la richesse du système capitaliste qui va croissante, si vous voulez. Hein. Ce qui veut dire qu'à côté de ceux qui produisent des biens matériels, les ouvriers au sens étroit, lorsqu'ils sont en contact avec la machine, hein, comme on le pense spontanément, les ingénieurs, les techniciens, vous voyez, les cadres, ce sont des gens qui structurellement participent à la production des richesses du capital, hein, et non, même s'ils en reçoivent beaucoup plus sous la forme de salaire, il n'empêche qu'ils n'en reçoivent pas la totalité, hein, de leurs résultats, puisque c'est le capitaliste qui lui aussi va s'en emparer, fût-ce d'une manière qui est plus agréable, hein, pour ceux que j'ai désignés. Et ce que je dis là est tellement vrai que, figurez-vous, je n'ai pas vu ça nulle part, moi, personnellement, donc c'est moi qui l'ai signalé dans mes ouvrages, il y a un passage du Capital, le livre 1, dans lequel Marx est capable de dire sur cette base le fait de participer directement ou indirectement, hein, à la production des richesses, eh bien, cela permet, dit-il, de considérer que le maître d'école est un prolétaire, parce qu'il forme intellectuellement la force de travail des futurs producteurs qui, eux, vont être des prolétaires au sens étroit. Mais lui, il contribue, donc il est à sa manière un prolétaire, et il est mal payé, surtout dans les conditions, si vous voulez, de l'enseignement privé de l'époque, si vous voulez. Hein. Donc, il faut étendre, vous voyez, il faut étendre fondamentalement le champ de ceux qu'on peut qualifier d'exploités, donc de prolétaires en ce sens-là, si vous voulez, hein, et ne pas faire des classes moyennes. Ce que fait Jacques Bidet, et à mon avis, il se trompe, hein, parce qu'au lieu de diviser la société en deux, il la divise en trois. Donc il y aurait les prolétaires, il y aurait les bourgeois, et au milieu, il y aurait une classe intermédiaire, hein, qui serait plutôt du côté du patronat, parce qu'elle contribue, bien entendu, au fonctionnement du système capitaliste, mais qui pourrait parfois, de temps en temps, hein, vu les conditions sociales et puis la concurrence,
des travailleurs entre eux, par exemple la concurrence avec les cadres venant des États-Unis, par exemple, qui sont plus jeunes, etc., et qui pourraient à ce moment-là basculer dans le camp des prolétaires. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire cette classe intermédiaire une classe. C'est une couche sociale qui, structurellement, objectivement, fait partie de l'ensemble dont j'ai parlé, l'ensemble des exploités, directs ou indirects, même si, et ça c'est un gros problème, subjectivement, elle n'en a pas conscience et se réclame d'une appartenance symbolique au milieu, bien entendu, de la bourgeoisie. Or, il suffit de voir ce qui se passe ces temps-ci, avec les questions portant sur la retraite, le recul de l'âge de la retraite. J'ai entendu le jour un débat passionnant, si vous voulez, sur C'est dans l'air, où on signalait à quel point les cadres, à partir de 55 ans, risquaient littéralement d'être vidés de leur poste au profit de jeunes, tout simplement, parce que les jeunes sont plus malléables et plus facilement, si vous voulez, utilisables par le patronat, ou alors les cadres entrent en concurrence avec des cadres formés aux États-Unis, avec une mentalité différente, et puis peut-être une compétence encore plus grande, etc. Ce qui veut dire que l'appartenance à cette couche sociale-là n'est pas une appartenance définitive, et ils peuvent se retrouver eux aussi comme des victimes du capital. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une autre question ou faire un commentaire? Olivier? Bernard? Sinon, on va s'arrêter là. Alors simplement, ce qu'on peut ajouter par rapport à tout ce que je dis là, c'est que si on prend l'exemple de la Chine aujourd'hui, l'expérience chinoise, on ne va pas en débattre directement parce qu'elle suscite bien des avis un peu différents. Mais moi, mon avis sur la Chine a été modifié par les travaux de Tony Andrani, si vous voulez, et par la lecture d'ouvrages sur la Chine, et en particulier un ouvrage qui s'intitule « La Chine sans œillère ». Bon, or, la Chine sans œillère, c'est une Chine, comment dire, assez compliquée à analyser et à qualifier, mais il faut savoir, malgré tout, que actuellement, il y a une expansion économique de la Chine, même si elle est ralentie par les conditions de la pandémie, de la crise mondiale, etc. Mais il y a, c'est vrai, dans la Chine, par souci de rattraper économiquement le capitalisme et de le surmonter, de le dépasser, il y a une valorisation du travail qui ne se paie pas d'une critique anthropologique du travail. Donc, il faut faire très attention, mais ça, c'est dû au fait tout simple que l'expérience chinoise, comme l'expérience soviétique, elle a été faite dans des conditions qu'on oublie toujours de dire et que Marx a rappelé à la fin de sa vie dans sa discussion avec Vera Zanoutlis, à savoir que ces deux expériences à visée communiste, il faut le savoir quand même, sont des expériences qui se sont faites dans les conditions d'un capitalisme sous-développé. Alors que Marx a toujours pensé en scientifique là, que le passage au communisme ne pouvait se faire qu'à partir des conditions économiques, sociales et politiques du capitalisme développé. Et dans sa correspondance avec Vera Zanoutlis, qui elle lui dit, mais vous savez, nous en Russie, on a le MIR, qui est une organisation agricole de la ce MIR, c'est quasiment une espèce d'anticipation, même issue du communisme selon elle. Et elle prétendait qu'en Russie, on pouvait faire la révolution sur cette base, et que du coup, on n'avait pas besoin de passer, disait-elle, sous les fouches codines du capitalisme. Bon, eh bien, il se trouve que Marx lui a répondu, on l'oublie, puis Engels après aussi. Marx lui a dit, écoutez, une révolution peut très bien se déclencher dans un pays sous-développé, donc en Russie, mais ça a été aussi le cas en Chine avec une base qui était économiquement sous-développée et une masse de travailleurs agricoles essentiellement. Donc, elle peut s'y déclencher, mais elle ne pourra réussir que si une révolution en Occident, dans les conditions que lui assigne, se produit et qui pourra lui fournir ses acquis ou ses acquis. Cette révolution a été tentée en 1918 avec la révolution spartakiste, elle a échoué, et du coup, la révolution soviétique lancée par Lénine s'est trouvée coincée littéralement en termes de développement du travail. Et quelqu'un comme Lénine a été obligé à ce moment-là de lancer ce qu'il a
appelée la nouvelle politique économique, la NEP, qui consistait, a-t-il dit, à copier les méthodes de travail propres au capitalisme dans les usines, de façon à assurer les bases objectives et économiques d'un futur communisme. Bon, malheureusement, il est mort, et il a donné la place à quelqu'un comme Staline, qui du coup a pratiqué un immense volontarisme du travail productif à l'échelle du peuple tout entier, avec en particulier le goulag et des milliers de victimes, si vous voulez. Ça a été le cas aussi pour la révolution culturelle en Chine, si vous voulez. Donc, je voudrais terminer ce propos sur le communisme que j'entends mettre en lumière par l'idée suivante, tout simplement, que l'on trouve partout, malheureusement, y compris dans le journal Le Monde. Moi, je suis profondément agacé, si vous voulez, par la propagande anti-chinoise, cette fois-ci, un peu partout, mais pas seulement anti-chinoise, la propagande anti-communiste en général. Et je peux lire dans un article comme ça, au détour d'une phrase, le communisme étant mort. Mais le communisme n'est pas mort, puisqu'il n'a jamais vécu conformément aux conditions qui lui auraient permis de vivre, de réussir et d'être séduisant. Merci. Merci beaucoup, Yvan. Ça mériterait évidemment beaucoup de prolongements, mais on les fera peut-être à une autre occasion. Merci et à très bientôt. Oui, au revoir et merci pour cette invitation aussi. Sans souci.